changeons de domaine. Complètement. Vous voyez, tous les secteurs de l'existence sont passés en revue. Et maintenant, c'est donc Jan Wilters qui va nous parler du monde de l'entreprise, la subsidiarité au quotidien facilitée par la technologie. Alors nous allons être dans du très concret et le repas du soir c'est toujours la même heure. Hein. Donc vous avez quand même une heure et demie. Hein. À vous la parole. Très bien. Donc bon courage parce que la journée a été longue, elle a été dense et elle a été passionnante. Et on vous redemande de vous rasseoir et pour continuer, je suis très admiratif du courage que l'on a parce que les étudiants, on leur demande normalement des sessions de 3/4 d'heure. Ici, on fait 3 heures sans sourciller, qui est extraordinaire. Donc, aujourd'hui, Dominique m'a demandé de parler de la subsidiarité et je pense que c'est un sujet qui rentre extrêmement bien avec les différentes conférences que l'on a eues. Parce qu'on a parlé de relations internationales, on a parlé de politique et on a parlé en fait de choses qui sont dures et aussi des choses où on est un petit peu impuissant. Et on se dit, bon, ben, très bien, et qu'est-ce que je fais? Je vais en parler, je vais essayer de sensibiliser les personnes. Mais et alors? Or, il y a un monde qui reste encore, il y a encore une zone de liberté, ce sont les entreprises. Je dirais les entreprises privées ont cette zone de liberté. Et c'est un moment où on peut effectivement essayer de faire quelque chose. Et donc, dans l'entreprise que je dirige, donc c'est une entreprise, on est 130 personnes, donc elle n'est pas très grande. On est quand même dans 3 pays différents. On est en France, on est en Belgique et on est en Espagne. Normalement, moi, je suis situé en Espagne. On a mis en place ce qu'on appelle la subsidiarité. Alors, c'est vrai que la subsidiarité, on en a parlé au niveau européen en disant qu'ils le font à l'envers. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord qu'on le fait à l'envers en Europe, ce qui est dommage. Mais au moins, on se sert du mot. On sait aussi que la subsidiarité est un mot qui revient des Grecs, qui est passé à travers l'histoire de l'Église, qui est effectivement au cœur de la doctrine sociale de l'Église, et qui est quelque chose qui peut être en fait assez théorique. Voilà, on en parle, et une fois qu'on en a parlé, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est pour ça que dans l'entreprise que je dirige, je me suis dit, ça serait bien de pouvoir mettre en place la subsidiarité, le mettre en place d'un point de vue concret, pratique. Et aujourd'hui, ce que je vais partager avec vous, c'est justement, qu'est-ce que la subsidiarité, comment le mettre en place concrètement, pratiquement. Alors, j'avais demandé à tous mes employés au mois de juin de me faire une petite demi-page en disant pour vous, qu'est-ce que la subsidiarité? Quels sont les avantages de la subsidiarité et quels sont les défis de la subsidiarité? Alors j'ai reçu effectivement 130 textes et je me suis rendu compte qu'il y avait certaines intuitions qui étaient bonnes alors que ça faisait bien 5 ans qu'on avait mis en place la subsidiarité. On l'avait expliqué. Il y en a certains qui ont repris des définitions de dictionnaire en disant que c'est celui qui est le plus proche du terrain qui doit pouvoir avoir la responsabilité de ce qui s'y fait. Mais je me suis rendu compte que c'était quand même nécessaire de refaire un point, expliquer ce qu'était la subsidiarité et vraiment comment le mettre en place. Et donc, pendant le mois de septembre, profitant en fait du changement de technologie, j'ai pu faire une formation pour l'ensemble du personnel du groupe via vidéoconférence, bien sûr, ce qui a permis en fait de faire des sessions de 1 heure. Donc j'ai fait 2 sessions, une en espagnol et une en français parce que ça parle les 2 langues dans le groupe, pour effectivement dire qu'est-ce que la subsidiarité, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on fait. Et donc aujourd'hui, ce que je vais partager avec vous, c'est justement cette discussion que j'ai eue avec ce personnel. Et aussi hier, quand j'étais à Paris, j'étais dans un café, et j'avais des gens à côté de moi, visiblement c'était des consultants en organisation qui étaient en train de bavarder.
Et il y en a un qui a raconté, moi j'ai travaillé dans une grande entreprise, mais je l'ai laissé parce que je voulais garder ma motivation. Ça ne m'intéressait pas la politique interne. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment la mission, ce qu'on faisait, etc. Et donc, j'ai pu retrouver ça en devenant indépendant. Et je pense qu'une des choses de la subsidiarité, une des choses que j'ai eues lorsque j'ai demandé qu'est-ce que la subsidiarité, il y a quelqu'un qui a dit « ça évite l'accumulation des pouvoirs en une seule personne ». Et aujourd'hui, lorsqu'on a entendu que l'Europe, de plus en plus, centralise les pouvoirs, naturellement, vous mettez quelqu'un qui est en charge, eh ben, il va récupérer le pouvoir. Et le plus vous le montez, que ce soit à un niveau d'entreprise ou à un niveau national ou à un niveau international, chaque fois on va accumuler le pouvoir. Et naturellement, effectivement, ceux qui ont le pouvoir en accumulent plus. Et donc la subsidiarité évite cette chose-là, et c'est en fait une concession de pouvoir, comme on m'a dit. Mais avant tout, je suis un chef d'entreprise. Et donc, moi, je dois avoir une entreprise qui survit, déjà, ce serait pas mal, et qui fasse quelque chose qui soit nécessaire. Et donc, mon défi, c'est de dire comment est-ce que j'organise l'entreprise? Qu'est-ce que je fais? Effectivement, j'aurais pu dire, bah, c'est moi qui prends les décisions. Pourquoi? Parce que j'ai une vue d'ensemble, ce qui est vrai, parce que je suis beaucoup plus intelligent que les autres, ce qui est faux, et c'est parce qu'il y a une stratégie et moi je peux le voir, ce qui est faux aussi, d'accord? Mais ça pourrait être une façon. Ou bien je pourrais dire, ben, je vais mettre en place une grande démocratie, on va voter sur tout. Ça c'est une catastrophe. Et donc c'est pour ça que vraiment, lorsque je dis j'ai pris la subsidiarité, la première chose c'est que c'est un outil de gestion d'entreprise. C'est un outil de gestion de personnes. Donc ça c'est la première chose. Donc est-ce que c'est optionnel dans l'entreprise la subsidiarité? Non. Pourquoi? Parce que c'est notre outil de gestion. Il y a quelqu'un qui a dit peut-être qu'on pourrait demander les gens qui sont d'accord ou pas d'accord avec la subsidiarité, on pourrait faire un vote. Non. Non. C'est comme ça qu'on gère l'entreprise. Maintenant, qu'est-ce que c'est? C'est donc... je vais vous l'expliquer de trois façons. Un, je vais vous expliquer la subsidiarité avec des mots-clés. Ensuite, je vais vous expliquer ce que veut dire travailler dans une entreprise en subsidiarité en tant que personne, donc chaque personne. Et ensuite, qu'est-ce que veut dire être un chef dans une entreprise en subsidiarité. Voilà, et je terminerai avec quand même un peu une notion de bien commun, parce qu'il faut mettre tout ça ensemble. Donc, d'abord, la subsidiarité. Les mots dont je vais vous parler de mission, je vais vous parler d'autonomie, je vais vous parler de pouvoir, je vais vous parler de responsabilité, je vais vous parler de transparence et de confiance. D'accord? C'est des mots qui sont des grands mots. Pour pas dire des gros mots, non, des grands mots. Qui ont beaucoup de choses. Et le mot le plus important, c'est la mission dans l'entreprise en subsidiarité. Pourquoi? Parce que une mission explique le quoi et le pourquoi. Alors, vous remarquerez quand on dit le quoi et le pourquoi, il y a quelque chose qui manque là-dedans, c'est le comment. Ben justement, ça, il faut éviter d'avoir une mission avec un comment. Une description de tâche n'est pas une mission. Un intitulé de poste n'est pas une mission. Une mission, c'est pourquoi je fais quelque chose et qu'est-ce que je vais faire pour ça. Par exemple, pour la société, on a une mission qui est d'aider le professionnel de la santé à intégrer la microthérapie, donc c'est la thérapie que l'on fait, dans leur stratégie thérapeutique. Pourquoi? Pour le bien du patient. Donc on a un quoi, on aide les médecins. Pourquoi? Pour le bien du patient. Et l'idée, c'est que chaque personne dans l'entreprise ait sa propre mission. Par exemple, notre directeur de production, il a comme mission de s'assurer d'avoir les médicaments en quantité et qualité nécessaires pour faire face à la demande à tout moment. Le pourquoi? Pour faire face à la demande en tout moment. Le quoi? Avoir les médicaments en quantité et qualité nécessaires. Mais ça, c'est important. Parce que dans cette mission, le pourquoi veut dire qu'il est responsable de savoir quelle va être la demande. On réfléchit, on dit responsable de production, hop, il doit quand même regarder ce qui se passe sur les marchés. Il doit quand même regarder ce qui se passe dans le monde. Il doit aussi, face au Covid, c'est
plus ma responsabilité, c'est la sienne. Face au Covid, la demande a forcément énormément changé. Parce qu'effectivement, on fait des médicaments qui peuvent aider, notamment en prévention et qui sont avec le système immunitaire. Et donc, à ce moment-là, il y a eu un changement global. Et qui c'est qui était responsable de ça? Qui c'est qui avait la mission de ça? C'était notre responsable de production. Et je vais prendre un autre exemple. Notre femme de ménage, d'accord? Elle a sa mission. Elle a sa mission de s'assurer d'avoir des locaux propres et agréables pour que tout le monde puisse travailler au mieux. Là, ça, à nouveau, le pourquoi est très important. Qu'est-ce qu'elle va faire? Oui, elle va s'occuper du ménage. Très bien. Mais pourquoi elle va le faire? Et quand elle a le pourquoi, elle commence à se poser des questions. Le pourquoi, par exemple, va dire qu'on a une salle à manger avec, on avait 2 frigos, un grand et un petit. On recrutait, et elle se rend compte que ça ne rentre plus dans le frigo. Qui c'est qui est responsable de s'assurer que ce soit agréable? C'est elle. Et donc, c'est elle qui va dire qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je vais faire? Et c'est là où on va arriver dans les idées de pouvoir et de responsabilité. Mais d'abord, la mission clarifie ce qu'il faut. Et cette mission, elle est à tous les niveaux de l'entreprise. Chaque personne dans l'entreprise a sa mission avec son quoi et son pourquoi. Et c'est aussi un compromis de la personne. C'est-à-dire que la personne dit « Ok, moi, je sais pourquoi je le fais et je vais le faire. D'accord? Je m'engage. » Et de l'autre côté, son chef dit « Ok, moi je vais t'aider pour que tu puisses le faire. » Et donc il y a un accord, c'est-à-dire une mission, c'est pas on crée un poste et puis on dit voilà, on trouve quelqu'un pour remplir le poste. Non, on a quelque chose qui doit être fait, on a quelqu'un, on a un chef et on se met d'accord. Donc voilà, donc la mission c'est fondamental, on va y revenir plusieurs fois là-dessus. Maintenant, dans la subsidiarité, on sait que c'est la personne donc, qui est le plus proche du terrain qui doit prendre la décision. Dans notre cas, puisque la subsidiarité au début c'est beaucoup plus politique, nous on le met en entreprise. Dans notre cas, c'est la personne qui a la mission qui doit pouvoir avoir la responsabilité, le pouvoir de faire ce qu'il faut. Et c'est pas forcément la personne la plus compétente qui agit. Parce que parfois le chef peut être extrêmement compétent. Alors, dans le cas de la femme de ménage, croyez-moi, elle est beaucoup plus compétente que moi pour savoir ce qu'il faut comme produit de ménage. On est d'accord. Mais c'est pas forcément le plus compétent, mais c'est la personne qui aura cette responsabilité, qui a cette mission. Et donc, la mission, c'est le lieu de l'autonomie de la personne. Une fois qu'on a défini la mission, là-dedans, il a de l'autonomie. Il a le pouvoir et la responsabilité dont on va parler plus en détail. Mais il y a une chose qui est importante, c'est la transparence. C'est-à-dire que dans une entreprise en subsidiarité, une fois qu'on a cette mission, on a donné cette mission à quelqu'un. On lui a donné la responsabilité avec. Et donc, ce n'est plus la responsabilité du chef. C'est la responsabilité de la personne. Et donc, on peut être transparent, parce que parfois c'est difficile d'être transparent. Je dis ce que je fais ce que je dis, par exemple, dans certaines entreprises. Dans certaines entreprises, si c'est effectivement ce que l'on fait, si on dit ce que je vais faire, eh ben, il y a 25 personnes qui vont avoir des opinions contre. Et puis, est-ce que je vais pouvoir le faire? Est-ce qu'il va falloir que je cherche un accord, quelque chose? Et puis, je fais ce que je dis, ça peut être bien, normalement c'est bien, mais la transparence, c'est quelque chose justement qui est ouvert à danger lorsque effectivement c'est pas très clair qui doit le faire, s'il y a des comités qui vont décider, s'il y a des décisions qui doivent être prises de manière collégiale, si le chef doit décider, etc. Et donc la transparence, parfois pour faire les choses bien, c'est mieux de ne pas le dire. Et ça, c'est pas bon. Mais dans la pratique, c'est ce qui se passe. Et parfois on avance sur un projet et puis jusqu'à ce qu'on soit prêt. Mais dans une société en subsidiarité, la transparence devient importante et surtout devient possible. Et il y a aussi un point fondamental au début dans une entreprise en subsidiarité, c'est le fait de la confiance.
Une personne qui rentre dans l'entreprise, par défaut, on a 100% confiance en elle. Point. On peut perdre la confiance. Mais on n'a pas besoin de la gagner, parce qu'on l'a par défaut. Et ça c'est important, parce que si effectivement on a une mission, la personne a une mission, l'autonomie, la responsabilité, s'il n'y a pas de confiance, ça ne peut pas marcher. Et donc en fait, pour que ça marche, il faut qu'il y ait de la confiance. Donc voilà, donc avec ces quelques mots-clés, mission, autonomie, pouvoir, responsabilité, transparence, confiance, ça permet de savoir un peu ce que ouvre la possibilité de la subsidiarité. Parce qu'en fait, on a des gens qui ont des missions. Et donc, si on regarde notre entreprise, on peut voir en fait un organigramme de missions, où chacun a des missions. Pas des définitions de poste, des missions. Donc, maintenant on va rentrer un peu dans le concret. Quelles sont les personnes, qu'est-ce qu'on attend d'une personne qui travaille dans une société en responsabilité? Alors moi je parle de mon entreprise dans ce cas-là. D'abord, chaque personne est unique. C'est-à-dire qu'elle a une pile de talents. Vous prenez quelqu'un et elle a une formation, ce qui est bien, d'accord? Elle a un diplôme, parfait. Mais vous pouvez avoir, par exemple, on a des pharmaciens responsables chez nous. Donc c'est des pharmaciens d'industrie qui sont responsables pour la qualité du médicament par rapport au ministère de la Santé. Mais deux pharmaciens responsables, ils ont exactement le même diplôme, ils ont exactement la même chose, mais j'en ai un qui est un joueur de poker et j'en ai un autre qui est un fermier. Ben, ça fait deux profils différents. Et lorsqu'on regarde les personnes, ils ont tous ces talents qui arrivent. Dans l'entreprise, j'ai quelqu'un qui est une ancienne championne de natation. J'ai un champion senior en marche rapide. J'ai des centaines de talents de personnes. Il y en a qui savent résoudre le Rubik's Cube. Je ne dis pas que c'est forcément nécessaire tous les jours dans le travail, mais c'est ce qui fait l'unicité de la personne. Et l'intérêt de la subsidiarité, c'est d'abord de reconnaître que les gens sont uniques et d'utiliser cette unicité. C'est-à-dire, on ne cherche pas des clones, on n'est pas en train de remplir des postes. On est en train de prendre des personnes qui sont uniques. Et c'est parce que les gens sont différents, parce qu'ils sont uniques, parce qu'ils ont ces talents, si on les mélange de la bonne façon, ils peuvent s'exprimer de la bonne façon, à ce moment-là, en tant qu'entreprise, on peut avoir des choses assez extraordinaires. Et donc, d'abord, c'est la personne doit reconnaître. Et d'ailleurs, on a fait une réunion annuelle et on a dit, d'accord, chacun avec son chef devait expliquer quels étaient ses talents. Alors, il y en a qui disaient, ben, je suis patient. Ok, c'est bien. Mais on devait pousser pour aller dans le détail, en disant, voilà, ça va beaucoup plus loin que ça. Le fait que vous êtes un père de famille et que vous venez au travail, c'est autre chose que si vous êtes une mère de famille et que vous venez au travail. C'est autre chose si vous avez des petits-enfants et que vous venez au travail. C'est autre chose si vous avez un fils handicapé et que vous venez au travail. Tout ça, ce sont des expériences que vous apportez de votre vie personnelle et qu'on n'a pas envie de perdre lorsque la personne vient au travail. Et c'est de reconnaître toutes ces richesses. Ce n'est pas la diversité pour la diversité. C'est la richesse et qu'elle puisse s'exprimer. Les personnes doivent aussi connaître leurs forces et leurs faiblesses. Parce qu'il ne faut pas s'attendre à ce que tout le monde soit égal, tout le monde, disons, réagisse de la même façon. Ça, pour mettre du stress dans l'entreprise, c'est extraordinaire. Si on s'attend à ce que tout le monde soit pareil, ça c'est horrible. Il faut savoir, il y en a qui ont un certain confort avec le risque. Il y en a qui vont prendre plus de risques que d'autres. Il y en a qui vont accepter l'échec. Et l'échec, c'est important. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un a justement cette autonomie dans sa mission, peut faire quelque chose dans sa mission, il faut pouvoir expérimenter des choses. Il doit pouvoir se tromper. Ou même ne pas se tromper, faire les choses vachement bien. Et néanmoins, il y a un échec derrière. Ça, c'est important. Et que ce soit reconnu. Parce que chaque personne, justement, dans sa mission, peut essayer, doit aller au-delà, doit aller chercher les frontières du possible. Si c'est juste pour faire ce qu'on a toujours fait, ben on aura toujours ce qu'on a eu. Voire on aura moins, parce que le monde change autour.
Et aussi, il y a un certain nombre de vertus, je dirais, que les personnes doivent avoir. Et dans ces vertus, c'est cette vision, cette capacité de voir les conséquences. Une personne qui est dans sa mission ne dit pas « Ah bon, mon chef a accepté, je le fais, ça... » Non. De toute façon, on va parler du chef, mais ce n'est pas lui qui accepte. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lui qui a la responsabilité de la mission. Parce qu'il a donné cette responsabilité à l'employé, à la personne dans son équipe. Donc, ce n'est plus sa mission. Et donc, la personne doit dire, si je fais ça, il y aura telle conséquence. Et on a des projets dans l'entreprise qui sont à très court terme. On passe un coup de fil pour voir si, très bien, l'échec est facile, et il vaut mieux aller vers l'échec pour voir. Et on a d'autres projets qui sont à très long terme. On fait des évaluations cliniques qui sont des projets qui sont sur 5 ans. Quand on fait un projet sur 5 ans, il faut effectivement pouvoir mesurer ce que c'est. Mais vu que la responsabilité n'est plus dans mes mains, n'est plus dans les mains forcément de son chef, disons, n'est pas forcément les mains de mon équipe, mais c'est à chaque niveau, les personnes doivent dire « Ok, je mesure cette responsabilité ». C'est aussi quelqu'un qui doit avoir de l'attention aux détails dans son travail, un travail bien fait, une conscience professionnelle. Et c'est aussi quelqu'un qui doit avoir du courage. On ne parle pas assez du courage, je trouve, dans le travail. Parce que on est très bien à trouver un parapluie, on est très bien à trouver, comme on dit, le succès a beaucoup de pères et l'échec est souvent orphelin. C'est tellement vrai. En subsidiarité, vu qu'on a chacun des missions, dans la mission, il y a une personne qui est responsable. Et donc, s'il y a un échec, il y a effectivement une personne qui est responsable. Et donc, le courage est important. Et quand on a une équipe aussi, et on doit dire des choses, il faut avoir le courage de le faire. Et donc, le courage, c'est quelque chose à avoir. C'est pas évident. C'est pas évident. Et aussi, il faut prendre des décisions. C'est très bien. Les gens qui disent « Ah, il faudrait peut-être faire ça. Ce serait extraordinaire de faire ça. » Ou lorsqu'on a des réunions, et qu'on n'a pas chez nous, on est d'accord, où tout le monde vient avec des idées, et puis tout le monde part et il n'y a aucune décision qui est prise. Non. Là, non seulement les décisions sont prises, mais chaque personne dans sa mission prend ses décisions. Et aussi, il faut trouver cet équilibre entre la persistance, on continue, voilà. On a un premier échec, on continue. On a un second, on continue. On essaye, on continue. Et s'adapter. Voilà. Mais trouver cet équilibre entre persistance, adaptabilité. Et donc tout ça, ce sont des choses qu'on va chercher chez les personnes parce qu'ils ne peuvent pas reposer sur leur chef pour prendre les décisions. Ils ne peuvent pas reposer sur leur chef pour dire si on continue ou si on s'arrête. Ils ne peuvent pas se reposer sur leur chef pour dire « Oh ben il verra bien ce qui se passe ». Non, c'est chaque personne qui est ça à tous les niveaux. Et que ce soit la femme de ménage, le directeur de recherche, un opérateur de production, un commercial qui est sur la route, etc. Donc à tous les niveaux, c'est ce qu'on cherche à faire. Et aussi une personne, pour revenir à la pile de talents, doit, en se connaissant, se dire « il me manque quelque chose » et continuer à se développer. Par exemple, on a une personne, elle a d'ailleurs un doctorat en chimie quantique et qui s'occupe de notre département d'enregistrement de médicaments. Et elle a une partie de son équipe qui est en Espagne. Et donc elle s'est dit, il faut que j'apprenne l'espagnol. Et donc, voilà, elle apprend l'espagnol, elle est venue la dernière fois, elle faisait le matin au travail et l'après-midi, cours intensif en espagnol, et donc elle a passé du temps en Espagne pour ça. Et donc, chaque personne se dit, qu'est-ce que je peux faire? Et c'est pour ça que dans l'entreprise, par exemple, les cours de langue, vu qu'on est dans plusieurs pays, on est dans plusieurs langues, qui veut des langues, s'il pense que c'est nécessaire pour lui, eh ben, il prend des cours de langue. Sur les horaires de travail, sinon c'est pas drôle. Mais d'un autre côté, il s'organise pour voir s'il a le temps de le faire. Parce que c'est effectivement sa responsabilité. Et donc, au fond, qu'est-ce que fait une personne avec sa mission? Il a une mission. Eh bien, il va décider le comment de sa mission.
Et le comment peut changer. Une description de poste, ce n'est pas son chef qui lui a fallu faire sa description de poste. Il va dire, voilà ce que j'ai besoin de faire pour effectivement remplir ma mission. Et il le révise de temps en temps, en disant, est-ce que je suis toujours en train de remplir ma mission? Peut-être que ça, j'ai plus besoin de le faire, et ça, j'ai besoin de le faire. Et donc, il y a une forte responsabilisation en fait, de la personne, parce que le comment, c'est vraiment le cœur de la subsidiarité. Si on dit qu'est-ce que la subsidiarité, c'est que je dirais chacun dans sa mission choisit son comment. Et régulièrement, il vérifie, est-ce que ma mission est remplie? Est-ce que le pourquoi est rempli? Et c'est pour ça que le pourquoi est très puissant. Parce que le pourquoi permet de, lorsqu'on a besoin de faire un arbitrage de temps, un arbitrage de ressources, un arbitrage de quelque chose, la réponse est, est-ce que ça remplit ma mission? Est-ce que ça aide? Est-ce que ça m'en approche ou pas? Par exemple, on a une commerciale, elle aime bien avoir des objectifs. Elle m'a dit, les missions c'est bien, mais j'ai besoin d'avoir des objectifs, parce que c'est ce qui me motive. Et bien à ce moment-là, en fait, c'est elle qui se définit ses objectifs. Elle les dit à son chef, question que ça l'engage. Et à ce moment-là, effectivement, elle sait que c'est ce dont elle a besoin, elle a ses objectifs, elle les réfléchit bien et elle les possède complètement. Et donc, un des thèmes centraux là-dedans, c'est la question de pouvoir. C'est-à-dire, au début, lorsqu'on a dit, voilà, ça évite la concentration de pouvoir. Ça évite une commission européenne qui dit, voilà, j'ai tout le pouvoir et je vais en avoir toujours plus. C'est chacun a du pouvoir, et du vrai pouvoir. C'est-à-dire que, vu qu'il définit son comment, il définit aussi comment il va gérer son temps. Ça, c'est la première chose qu'il a, son temps. Sur quoi il va le faire, sur quoi il va s'engager. Par exemple, pour revenir à ma chère femme de ménage, elle est en train de regarder, elle a un timing qu'elle s'est fait de quand elle va aller à différents endroits pour faire le ménage dans différents endroits selon les choses, mais elle va changer. Si elle a besoin, elle va s'adapter, elle va vraiment avoir le pouvoir de gérer son temps. Et elle va aussi avoir la gestion de son budget. Alors le budget, c'est très intéressant. Parce que au début de ma vie, j'étais directeur financier, donc les budgets, c'est toujours quelque chose qui est passionnant. Parce qu'on a l'impression qu'avec un budget, on peut gérer une entreprise. Comment se fait un système budgétaire normal? On dit à toute l'entreprise, alors, qu'est-ce que vous allez faire l'année prochaine? Réfléchissez et venez nous présenter votre budget. Chacun travaille, le met dans un format qui a été imposé par l'entreprise, qui peut aller soit d'un Excel, soit d'un programme bien avancé, etc. Il présente tout, on consolide tout, on regarde et on dit, ça on ne pourra jamais le faire. Ok, donc chacun vient et vient défendre son budget. Disant voilà, si je fais ça, j'aurai ça, et j'ai besoin de ça, et Donc on écoute, direction générale, direction financière, peut-être, etc. Et puis on dit, bon ben non, ce ne sera pas possible. Donc ça on va couper, ça on va couper, ça on va couper. Ça c'est bien, ça c'est bien, l'initiative c'est bien. Et déjà on a coupé un petit peu l'idée générale, donc on casse tout. Et aussi on donne l'idée que si on a donné le budget, la personne se dit j'ai le budget, il faut que je le dépense en plus. Parce que s'il arrive à la fin de l'année l'ayant pas dépensé, évidemment le directeur financier n'est pas bête, il dira bon, si tu n'en avais pas besoin l'année dernière, tu n'en auras pas besoin de cette année. Et donc ça pousse aussi des réflexions. Donc on est dans une situation de négociation, de projection, de choses très étonnantes. Puis on arrive après, 6 mois plus tard, on dit tu es 20% sous ton budget ou 20% au-dessus de ton budget. Et donc, en fait, ce qu'on est en train de mesurer, ce n'est pas forcément la capacité du travail de la personne, mais c'est sa capacité à prédire l'avenir. Donc, on est en train d'essayer de voir qui est la meilleure Madame Irma de l'entreprise. Donc, voilà. Donc, il peut y avoir des problèmes avec le budget. Et donc, nous, on le fait un petit peu différemment. On dit, qu'est-ce qu'on a?
Donc, je regarde ce qu'il y aura pour l'année prochaine, qu'est-ce qu'on a. Et puis, je dis au directeur de production, ben voilà, toi tu auras 100. Il ne m'a rien demandé. Toi tu auras 100. Et au directeur de communication, bon, toi tu auras 100. Et au directeur, toi tu auras 50. Et toi tu auras 200. Voilà, je donne. Au début, c'est un peu surprenant. Attends, mais je t'ai pas expliqué ce que je voulais faire. Mais justement, il n'y a pas besoin d'expliquer. C'est un peu comme lorsqu'on est salarié, ou retraité d'ailleurs, et on a une rente régulière qui arrive, qu'elle soit le salaire, soit la retraite, on ne va pas négocier en disant « oui, mais cette année, ce mois-ci, je voudrais faire un truc extraordinaire, je voudrais faire ça ». Non, on organise sa vie selon ce que l'on a. Et là, c'est la même idée qu'un salaire, en fait. On organise son travail, on organise sa mission selon les ressources que l'on a. Donc on a des ressources, un peu comme une enveloppe que l'on a, et on pioche dedans, et on le gère en bon père ou en bonne mère de famille. J'ai 80% d'employés féminines dans le groupe. Ça s'appelle l'égalité, mais bon. Et donc, le budget, l'enveloppe, moi je vais le donner donc à chacun, et chacun dit « Ok, c'est ce que j'ai pour accomplir ma mission ». Et puis, vu que moi, la plupart des personnes que j'ai en direct sont aussi des chefs d'équipe, eux-mêmes prennent au chef d'équipe et donnent une enveloppe. Et s'il y a des chefs d'équipe là-dedans, eux-mêmes prennent et donnent une enveloppe. Donc, évidemment, il ne faut pas faire ça complètement au hasard. Le responsable de production, il y a quand même de la matière première, des choses qui sont nécessaires, on est d'accord. Donc, il y a quand même un peu un ordre de grandeur qui est correct. Mais voilà, chacun a son enveloppe. Et donc ça c'est aussi une source de pouvoir. Donc on a parlé du temps, on a parlé d'une enveloppe. Alors on avait quand même un défi, parce que je vais vous parler de technologie un petit peu, c'est comment avoir un système budgétaire qui suive ça. Parce que souvent, on fait des choses, puis au bout du trimestre ou au bout du mois, ça dépend un peu, plus tard, on vous dit, ben voilà, vous avez dépensé ça et vous êtes au-dessus du budget, vous êtes au-dessus du budget, bon ben c'est un petit peu tard. C'est le temps que ça passe en comptabilité, que ça arrive et que ça soit consolidé, que ça puisse être distribué aux personnes. Et donc, on a eu besoin d'un outil qui permette à chacun de voir l'enveloppe qui lui est allouée. Et toutes les dépenses qu'il fait, et voilà, donc il a une enveloppe. Je vais prendre à nouveau l'exemple de ma femme de ménage. Elle a une enveloppe, donc on va dire qu'elle a peut-être 5 000 € pour l'année. Et donc là-dedans, elle dit, bon, bah, je vais avoir de toute façon besoin de 2 000 € pour tout ce qui est produit de ménage. Je vais avoir besoin de 1 500 € pour me remplacer lorsque je suis en vacances. Parce que quand même quand on est en vacances, sa mission reste. Et je vais avoir, et puis je vais mettre 500 € que je garde au cas où. Voilà. Et donc, elle commence à répartir par, je dirais, grandes activités. Et au fur et à mesure que, et chacune de ces activités a un code qui est donné. Donc voilà, c'est le code. Et au fur et à mesure que des factures arrivent, ou qu'elle fait des dépenses, elle va dire, ben, c'est affecté à tel code. Et donc, si elle dit c'est affecté à tel code, ça veut dire que c'est une dépense qui est autorisée. C'est-à-dire que chacun autorise ses propres dépenses. On ne va pas attendre que quelqu'un signe. Si on ne va pas attendre que moi je décide si un produit de lessive, de ménage, je ne sais pas quoi, est bon. Et donc, toutes les dépenses sont auto-autorisées, juste avec le code. C'est-à-dire que ça arrive en comptabilité, il y a le code, c'est parfait. Et donc, c'est un outil dont on a besoin, et donc, chaque fois que ça passe en comptabilité, ça passe aussi dans ce programme de gestion, ce programme de gestion de budget, et donc en temps réel, on sait où on en est sur les dépenses que l'on a dans les activités que l'on a. Maintenant, la femme de ménage peut se retrouver en milieu d'année en disant, en fait, j'ai trouvé une façon pour économiser sur les produits de ménage, là où j'avais prévu 2000, en fait, c'est 1500. Et donc, elle va dire, ben, je récupère les 500 et je vais le dépenser pour autre chose. Et donc, ça permet aussi en cours d'année d'avoir des arbitrages. C'est pas au mois d'octobre, j'ai prévu un budget qui, et puis ensuite, il faut que je justifie que... Non, c'est je fais mes propres arbitrages dans le sein de mon enveloppe. Et en plus,
parce qu'on veut quand même encourager l'économie, la gestion en bon père, en bonne mère de famille. Si jamais les personnes peuvent faire des économies, à ce moment, ils le gardent pour l'année d'après. Il n'y a pas de problème, on ne remet pas les budgets à zéro. On garde, et donc il y en a qui vont effectivement économiser pour un projet un peu plus important où ils pensent que c'est nécessaire. Par exemple, l'outil informatique. Chacun achète son outil informatique dont il a besoin. Et donc s'il y en a qui veulent des PC, s'il y en a qui veulent des Macs, s'il y en a qui veulent un iPad, s'il y en a qui veulent un Mac Pro, machin, je sais pas quoi, qui sont plus ou moins chers, ben, ils décident. Et donc, ils vont décider, ça j'en ai besoin parce que dans ma mission, j'ai besoin de ça. Et donc, le pouvoir, c'est le temps, c'est le budget, avec un outil. Et donc, nous, on a un outil qui a été développé au début par un stagiaire qui est venu dans l'entreprise pour nous développer ça, et ensuite a créé une start-up pour développer cet outil budgétaire qui est maintenant disponible sur Internet pour justement cette gestion beaucoup plus responsabilisante quelque part. Il a le pouvoir donc de son organisation, quand il a une équipe, quand il a, selon les ressources qu'il a, c'est pas que financier, mais quand on est un chef d'équipe aussi, comment est-ce que j'organise mon équipe? Ça aussi, c'est quelque chose dont il a le pouvoir. Et aussi, il a le pouvoir d'utiliser son chef. Alors ça, c'est important. Parce que, une fois qu'on a la mission, on fait. On s'organise. On décide le comment. Et donc, le rôle du chef, on va voir un petit peu, mais c'est quoi? Le chef vous dit plus ce qu'il faut faire, parce qu'il y a cet accord de mission, il vous dit plus ce qu'il faut faire. Mais parfois, dans sa mission, on peut être bloqué. Parce que ça interagit avec autre chose, ça devient très compliqué, on arrive à une limite de compétences, et donc son chef est là pour aider. Et donc on a le choix d'utiliser son chef en disant « j'ai besoin de toi ». Et donc le chef est au service, mais la personne en fait a cette ressource et peut décider comment il veut utiliser son chef. C'est-à-dire que la seule délégation qu'il y a dans l'entreprise, c'est d'un employé vers son chef. Il n'y a pas de délégation dans l'autre sens. Parce qu'une fois que j'ai donné une mission, on ne délègue plus. On délègue des tâches. Mais quelqu'un peut déléguer à son chef en disant « ça je ne peux pas, est-ce que tu pourrais éventuellement appeler le président de la République ?» Parce que moi j'ose pas. Bon ok, on va voir. Il peut y avoir des choses. Ou disent voilà, là il y a un conflit, je ne sais pas comment m'en servir, comment je fais. Et donc en fait, on peut déléguer des tâches à son chef. Donc ça c'est le pouvoir. Mais comme on dit, avec grand pouvoir vient une grande responsabilité. Et avec un petit pouvoir vient une petite responsabilité, avec un moyen pouvoir vient une moyenne responsabilité. Mais bref, ça veut dire que ce que l'on cherche à faire, c'est équilibrer ce pouvoir et la responsabilité. C'est très facile dans une entreprise de donner la responsabilité. Mais au moment où il faut payer, il faut que ce soit signé, contre-signé, re-signé par quelqu'un d'autre. Au moment de faire une organisation, il faut que ce soit validé. Au moment de... Non. Et c'est pour ça que le pouvoir et la responsabilité, j'aurais pu commencer ici en présentant la responsabilité, en expliquant il y a le pouvoir. Mais je commence sciemment avec le pouvoir. Parce que ça, c'est ce qui doit être vu, ce qui doit être reconnu, et ce que chacun dit, j'ai du pouvoir dans l'entreprise. J'ai du vrai pouvoir dans l'entreprise. Et donc, quelle est cette responsabilité? Première responsabilité, donc, gestion des risques, voir comment les éviter, être prêt à les assumer, évidemment. On a le droit à l'erreur, comme j'ai dit, mais être conscient qu'on est dans un monde qui n'est pas complètement certain, heureusement d'ailleurs. Il y a des imprévus. Comment je fais pour le gérer? Qu'est-ce que je fais avec ça? Par exemple, je reviens à mon frigo de la femme de ménage. Elle disait, on en a un petit et un grand. Ben, ce serait bien qu'on en ait deux grands. Mais avec son budget, elle se dit, si je prends un second frigo, je vais cramer tout mon budget en un coup. Donc ça, c'est pas bon. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, elle a mis en vente le petit frigo.
le petit frigo qui a été vendu, elle a récupéré l'argent dans son budget, et elle a pu racheter un grand, et ça lui a coûté moins cher, et ça lui a permis de changer toutes les assiettes et les verres, et comme ça maintenant on a tout qui est coordonné, ce qui est sympa. Mais voilà, mais ça c'était effectivement sa décision, et le fait qu'elle vende le frigo, c'est sa décision, le fait qu'elle l'achète, c'est sa décision. Et c'est pour ça que parfois je me promène dans l'entreprise, et je vois des choses qui ont changé fondamentalement, des murs qui ont bougé, et des portes qui sont apparues. Par exemple en zone de production qui sont des zones relativement fermées parce qu'on est en bonne pratique de fabrication où j'ai pas forcément besoin d'y aller tous les jours. Parfois je vais faire une visite de l'un ou de l'autre, je sais pas, une personnalité politique qui vient et je fais visiter et je vais découvrir des nouvelles machines qui ont été installées, achetées, installées, validées, qui sont en production et les gens sont fiers. Et ce n'est pas une question de transparence. Si j'étais allé voir dans leur budget, je l'aurais vu. Mais c'est effectivement cette capacité de prendre des décisions. Une fois, j'étais parti en vacances. Quand je suis revenu, eh ben, toute l'alarme du laboratoire avait été changée. Donc, heureusement qu'on m'a donné les codes. Donc ça, il n'y avait pas un problème. Mais c'était bien la personne qui était responsable de ça, qui est responsable de la maintenance, de tout ce qui est l'intégrité du bâtiment, s'était dit les alarmes ne sont pas au niveau nécessaire pour assurer cette intégrité des bâtiments qui est ma mission. Et donc, il l'a changé, il l'a fait dans le cadre de son budget, donc c'est lui qui a fait l'arbitrage nécessaire entre ce qui devait être dépensé, et ça a été fait. Et donc, il a eu le courage et la rapidité, l'autonomie pour le faire. Et donc, ce que chacun doit aussi faire, c'est organiser sa résilience. Sa résilience veut dire quoi? La résilience, c'est on vous change toutes les conditions et ça continue à tenir. On prend un arbre, par exemple. Un arbre, il y a du vent, ben, les branches se plient dans tous les sens. Et puis il reste, il s'adapte. En hiver, il va se débarrasser de ses feuilles. Comme ça, il ne va pas perdre trop de chaleur, etc. Au printemps, ça va revenir. Il y a cette résilience, il y a cette adaptabilité qui est nécessaire. Et dans un monde qui change, on a besoin de cette adaptabilité. Et donc, par exemple, je reprends ma femme de ménage, on a l'impression qu'il n'y a qu'une personne qui travaille dans l'entreprise. Mais quand effectivement elle part en vacances, elle organise son remplacement. Parce que sa mission, c'est de s'arranger, c'est d'être sûr que les bâtiments soient en état de propreté, etc. Et donc, elle va organiser ça. Parce que ça ne peut pas s'arrêter pendant 3 semaines. Les poubelles ne se vident pas toutes seules. Voilà. Mais à tous les niveaux. C'est-à-dire que la question qu'on pose au directeur de production, c'est si demain tu te casses la jambe, comment ça se passe? Et c'est lui qui doit avoir la solution. C'est pas moi qui dois avoir la solution. Et ça à tous les niveaux de l'entreprise. Comment est-ce qu'on fait pour continuer si? Ah, évidemment, en période Covid, c'est vachement intéressant. Qu'est-ce qui se passe si demain, il y en a un qui est positif? Et que tout le monde part pendant 15 jours? Eh bien, c'est ça. Ben, la résilience, dans le cadre de la production, c'est on va faire du surstock en ce moment, parce qu'on a toujours ça qui nous pend au nez. Ou bien on va se séparer, etc. Mais c'est chaque personne dans sa mission qui doit créer sa propre résilience. Et c'est très intéressant. Par exemple, équipe de qualité. Donc, dans un laboratoire, la qualité est très importante. D'accord ? Le responsable de l'équipe va être père. Et en Espagne, ça veut dire 3 mois de vacances. Pardon, 3 mois de congé paternité. Et le numéro de l'équipe va être mère. Donc, ça va encore 3-4 mois. Voilà. Et donc, il vient me voir en disant, voilà, la bonne nouvelle, bon, félicitations, extraordinaire, et voilà mon plan pour mettre ça en place, tac, 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 tac. Et il avait fait un plan extraordinaire en prenant tout en compte de ce qui devait être fait.
eh ben, je n'ai qu'à le féliciter. Parce que, de toute façon, c'était sa responsabilité. Il le savait. Il a mis les choses en place. Il me le présentait par transparence pour que je sois au courant. Mais ce n'était pas nécessaire. Si j'avais été en déplacement ou bloqué par le Covid dans un pays étranger, ce qui pourrait toujours m'arriver, il l'aurait mis en place. Et ça se trouve à tous les niveaux. Et donc, la question de résilience est très importante parce que ça veut dire comment est-ce que ma mission continue à se remplir tant qu'elle est de ma responsabilité. Et ensuite, une personne donc en subsidiarité travaille en équipe. Parce que là, on a l'impression que chacun travaille ensemble. Non, chacun travaille seul. Non, chacun travaille effectivement en équipe et donc il doit connaître les missions des autres. Parce que toutes ces missions, en fait, rentrent les unes dans les autres, se confortent les unes les autres. On a besoin des autres. Mais ce qui est intéressant, c'est que on doit connaître les missions des autres, où ça se rencontre, mais aussi, on doit leur faire confiance. C'est-à-dire, le responsable des études cliniques, c'est que la production des boîtes pour les études cliniques, c'est le responsable de production qui s'en occupe. Donc, tant que l'information circule, elle n'a pas à s'inquiéter, est-ce que ça se fera ou est-ce que ça ne se fera pas? Il y a cette confiance qui est là. Je ne vais pas me poser des questions en disant, est-ce qu'on va avoir la quantité nécessaire pour faire face à la demande à tous les moments? J'ai confiance, ça se passera. Et toutes les autres équipes qui sont là, évidemment, si on n'a plus de médicaments à fournir sur le marché, on aurait un problème. Mais il y a cette confiance à tous les niveaux. Et donc, on a un département de clients service international qui s'occupe effectivement entre le moment où le médecin prescrit et le patient reçoit la boîte. Il y a donc toute la chaîne avec la pharmacie, etc. Il faut que ce soit une bonne chaîne et tous ceux qui ont formé les médecins doivent pouvoir dire j'ai confiance qu'une fois que le médecin prescrit, ça sera disponible. Et donc il y a toute cette confiance à tous les niveaux qui se met en place et la force de la mission, c'est qu'on peut effectivement se faire confiance et les missions, c'est quelque chose qui est transparent. Voilà. Donc, pour conclure cette partie-là, une personne en subsidiarité, c'est quelqu'un qui a quand même énormément de pouvoir, énormément de responsabilité aussi, énormément de pouvoir. Et donc on pourrait se dire, et les chefs, ça sert à quoi? Eh bien les chefs, c'est très intéressant, dans la mesure où quand j'ai fait cette présentation, on a fait des post-it virtuels. Donc chacun sur nos ordinateurs, on se voyait en vidéo, on a ouvert des salles privées, post-it virtuels, en disant qu'est-ce que vous aimeriez de votre chef? Ah ben c'est extraordinaire, disponibilité, intelligence, écoute active, tout un ensemble de mots qui étaient essentiellement des vertus, hein, je veux dire compétences un petit peu, mais c'était pas ce qui était forcément voulu. C'était vraiment quelqu'un qui puisse aider. Et donc, dans cette organisation, la première chose qui est cruciale, c'est un organigramme clair. La hiérarchie est extrêmement importante, parce que c'est cette hiérarchie qui met en place toutes ces missions. Donc si on ne sait pas avec qui on met en place sa mission, et que sa mission est cohérente avec les autres missions, c'est pas possible. Donc il doit y avoir une hiérarchie très claire. Une hiérarchie qui peut être très profonde. C'est pas du tout une organisation plate, horizontale. Non, c'est vraiment une organisation verticale profonde, parce qu'une entreprise, c'est quelque chose de compliqué. Et donc, première chose, un organigramme clair. Maintenant, pour le chef, il y a deux choses. Il y a qu'est-ce qu'il doit faire et qu'est-ce qu'il doit être. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit connaître sa mission, forcément. Sinon, on a un problème. Et connaître sa mission veut dire le quoi et le pourquoi. Donc, si le chef ne sait pas son pourquoi, on a un problème. Mais comme tout le monde dans l'entreprise, si on ne sait pas pourquoi on bosse, il y a un problème. Et le plus important, c'est qu'il doit organiser son équipe. Il a une personne, 2 personnes, 10 personnes, 50 personnes. Il doit se dire comment, pour remplir ma mission, est-ce que je dois organiser mon équipe?
Et pour ça, il doit dire quelles sont les missions qui sont nécessaires par rapport aux personnes que j'ai. C'est-à-dire chaque personne est unique et a des talents particuliers, a une pile de talents particuliers. On prend les talents, une personne avec tous ses talents, on prend une mission et on dit qu'est-ce qui va permettre à cette personne d'exprimer au maximum ses talents. Et ça couvre, allez, on va dire, ça couvre 20% de ce dont j'ai besoin pour ma mission. Parfait, ok. Les 80%, je continue à chercher. Et je vais construire mon ensemble de missions en tant que chef par rapport à l'ensemble de personnes que j'ai. C'est pas que je commence à construire en disant, voilà, j'ai des postes, puis je vais remplir mes postes. C'est, j'ai des personnes, j'ai une mission, comment je fais pour créer ces missions-là. Ensuite, il faut que je m'assure quand même que les missions retenues soient suffisantes. Voilà, on couvre bien le nécessaire et qu'il n'y en ait pas 10 personnes qui fassent la même chose, ou même 2 personnes qui fassent la même chose. Ça, il faut faire attention. Et donc, il faut faire attention à ça. Et ensuite, il faut contrôler et veiller. C'est-à-dire qu'il faut d'abord contrôler que les missions fonctionnent. C'est-à-dire qu'on va connaître la personne avec qui on travaille dans son équipe, on va voir comment il est en train de mettre en place, le comment qu'il est en train de mettre en place. Est-ce qu'il est bien en train de remplir son pourquoi? Et on va aussi être sûr que les missions soient comprises. Parce que parfois, on explique, ça a l'air extraordinaire, on s'est mis d'accord, on passe dans la pratique, et on regarde et on se dit, mais pourquoi il fait ça? Je vois pas en quoi ça aide dans le comment, je vois pas en quoi ça, etc. Et donc, parfois, il faut se rasseoir avec la personne en disant, mais je comprends pas. C'est ton autonomie, donc tu peux le faire, mais je ne comprends pas pourquoi. Explique-moi pourquoi. Et parfois, on se retrouve dans la situation où la personne n'arrive pas à comprendre la mission. Et donc, en tant que chef, on doit être conscient de ça. Et une fois, on avait quelqu'un dans l'entreprise, quand on l'a mis en place, et on lui a donné une mission importante de gestion d'équipe pour tout un pays. Et on s'est rendu compte, au bout de 3 mois, ou en fait assez rapidement même, qu'elle n'en était pas capable. C'était mauvais jugement de la part du chef. Donc, responsabilité du chef dans ce cas-là. Responsabilité, aussi courage du chef pour dire à cette personne, ça marche pas. On a essayé, ça marche pas. Et donc, je vais te proposer une autre mission. On va essayer de trouver une autre mission dans laquelle tu es le plus adapté. Alors, effectivement, tu descends d'un niveau hiérarchique. Bon, tu perds pas ton salaire parce qu'on est quand même sympa, mais tu descends d'un niveau hiérarchique. Donc, il faut l'expliquer. Et on cherche une mission qui soit adaptée. Avec cette personne, elle a dû descendre de 2 niveaux hiérarchiques. À quel point on s'était bien trompé. Ça a été un petit peu dur, mais maintenant, c'est quelqu'un qui travaille très bien dans sa mission et qui arrive à le faire très bien. Et c'est pour ça, contrôler et veiller pour un chef, c'est très important. Et c'est là où il doit avoir le courage, etc. Maintenant, dans l'être, c'est pas nécessairement l'expert. Et d'ailleurs, souvent, l'expert, c'est mieux qu'il ne devienne pas chef. Si c'est un vrai expert, pourquoi est-ce qu'il doit perdre son temps, ou tout au moins investir son temps, à gérer des équipes, alors qu'il pourrait être un expert beaucoup plus efficace? Si vous avez un commercial extraordinaire, le nommer chef des commerciaux ne marche pas toujours. Si vous avez un chercheur extraordinaire, le nommer chef des chercheurs n'est pas forcément la meilleure solution. Et donc, il faut aussi que les chefs se rendent compte qu'ils ne sont pas forcément chefs parce qu'ils sont les meilleurs experts et donc l'autorité finale. Pourquoi? Parce que de toute façon, ils n'ont pas l'autorité finale. Ils n'ont plus la responsabilité, une fois que la responsabilité, eux, ils l'ont donnée à leur équipe. Et donc, en fait, pour l'expert, c'est encore plus frustrant d'être chef. Maintenant, un chef doit avoir de la vision, doit être un visionnaire, voir les choses, essayer de prévoir, voir comment les gens, et surtout, il doit être disponible pour son équipe. Et disponible pour son équipe, c'est-à-dire que l'équipe peut lui déléguer des choses, peut lui demander son aide, son support, peut lui... et c'est pour ça que notre organigramme, il n'est pas pyramidal, il est en forme d'arbre. Il est en forme d'arbre, c'est-à-dire que
les chefs sont en bas, comme un tronc, et les chefs au-dessus sont comme des branches qui tiennent les branches pour que ceux qui vraiment font le travail, ce sont les feuilles, comme dans un arbre. Qui c'est qui récupère le CO2, récupère le carbone, se débarrasse de l'oxygène, fait tous les nutriments qu'il faut, construire. C'est les feuilles. Et les feuilles peuvent faire leur travail parce que les branches sont là pour les aider et pour les tenir au bon endroit pour qu'elles puissent être disponibles au soleil. Et c'est pour ça que dans notre organigramme, on l'a aussi fait en forme d'arbre, pour rappeler aussi aux chefs qui sont au support de ceux qui font le vrai travail presque. Aussi, le chef doit voir chaque personne comme unique. Et c'est pour ça qu'on essaye de s'appeler par nos prénoms et pas juste par des trigrammes. C'est pas 3 lettres, tac tac, non. C'est pas on organise avec des trigrammes et on essaye de faire une entreprise. Non. Trigramme, donc 3 lettres. Par exemple, Benoît Ness, ce serait B-N-E. Voilà. Voilà, où on essaye de faire ça. Non, parce qu'on perd la personne. Donc Benoît Ness serait soit Monsieur Ness, soit Benoît, mais voilà, c'est une personne complète. Et donc quand on parle de personnes, quand on fait des rapports, quand on explique, quand on travaille avec des gens, quand on a des rapports, c'est vraiment avec le nom complet. Parce que les personnes, c'est leur richesse qui font la possibilité d'agir. Aussi, évidemment, un chef ne critique pas son équipe à l'extérieur, bien sûr, parce que si son équipe, il y a un problème, c'est son problème d'abord. C'est qu'il a mal donné les missions, il a mal jugé les personnes, il a mal travaillé avec eux. La seule chose qu'il peut avoir comme critique, c'est qu'un chef peut voir son propre chef en disant « j'ai du mal avec telle personne dans mon équipe, il a cette mission, j'y arrive pas, qu'est-ce que tu penses ?» Et donc, il peut se servir de son chef pour aider avec sa propre équipe. Évidemment, c'est quelqu'un qui colporte pas les rumeurs aussi. Pourquoi? Parce que il y a la responsabilité, il y a la capacité de savoir qui est responsable de quoi. Il y a la possibilité d'aller voir directement, il y a cette confiance. Et donc, un chef doit faire ça. Et aussi, et ça c'est très important, il doit être capable de convaincre. Pourquoi? Parce que une personne, son comment, il décide comment le faire. Il décide quoi faire dans son comment. Et il va faire. Et parfois, et donc, c'est pas le chef qui le convainc pour faire quelque chose. Non, c'est pas lui qui doit convaincre son chef en disant « je veux faire ça », un peu comme dans le budget. Alors, j'ai cette idée qui est extraordinaire, ça aurait tel impact, etc. Et donc, on passe du temps à convaincre son chef. Non. Là, vu qu'il peut le faire, il n'a pas besoin de convaincre son chef. Il le fait. En revanche, le chef peut parfois avoir des bonnes idées. Il a une vision d'ensemble, etc. Mais il n'a plus le pouvoir d'agir. Parce que c'est la mission de quelqu'un d'autre. Et donc, il peut aller voir cette personne en disant, en essayant de le convaincre. Par exemple, on a on a une responsable de tout ce qui est réglementaire, donc qui s'occupe de tout ce qui est études in vitro, études précliniques, cliniques, enregistrement, recherche, donc une grosse situation. En plus, elle est extrêmement compétente et c'est une vraie experte, qui peut être une difficulté pour elle parce que justement. Elle voyait que dans la recherche qui se faisait, et donc dans la partie préclinique qui était importante, la personne qui en était responsable, il y avait un truc qu'elle ne faisait pas. Et elle disait, mais je lui dis de faire, je suis son chef. Ah bah non, parce que c'est plus ta responsabilité. Mais en revanche, essaie de la convaincre. Et donc tu dois convaincre la personne dans ton équipe, et ce qui oblige le chef à expliciter le pourquoi il pense que c'est une bonne idée. Et qui veut dire que si effectivement la personne est convaincue, il peut dire « je ne l'avais pas vu comme ça, j'allais faire différemment, si pour toi c'est important, je vois le truc, ouais, je vais le faire ». À ce moment-là, la personne l'intègre de manière beaucoup plus profonde, beaucoup plus réelle, et va savoir le pourquoi cette idée est une bonne idée. Donc le chef doit convaincre la personne de son équipe, et pas l'inverse. Ce qui, évidemment, peut être intéressant.
Mais donc un bon chef doit être quelqu'un qui arrive à bien s'exprimer, à bien convaincre, etc. Donc voilà, donc dans cette organisation, donc un peu, maintenant on regarde un peu un chef, il doit être visionnaire, il doit être disponible, il doit avoir une humilité aussi, c'est-à-dire que vu que c'est les autres qui font, si ça marche, c'est eux, et aussi il doit ne pas faire à leur place. Donc l'humilité est importante, le courage aussi, et toujours la confiance. Donc vision, disponibilité, courage, confiance. Et humilité, voilà. Alors, qu'est-ce que chacun peut attendre de son chef? Une personne, voilà. Alors ça c'est la pratique, c'est ce que doit faire le chef, ce que doit être le chef. Alors, le chef va questionner, pousser, challenger la personne dans son équipe. Et il va le faire avec des réunions régulières en tête-à-tête. Donc, une fois par mois. Moi, j'ai tendance à le faire une fois toutes les 6 semaines avec les personnes qui dépendent directement de moi. C'est une réunion en tête-à-tête avec cette personne pour qu'il puisse expliciter un petit peu ce qui l'anime, comment il est en train de voir sa mission, comment les paris qu'il est en train de prendre, ce qu'il a fait, ce qu'il a réussi. Et donc c'est vraiment pour que cette personne puisse avoir quelqu'un qui va le questionner en disant peut-être qu'il faudrait être plus ambitieux là. Ou aussi qui va dire attends, peut-être qu'il faudrait être un petit peu moins ambitieux. Il ne faut pas se brûler complètement dans l'étape parce qu'effectivement les gens sont très ambitieux pour eux-mêmes, disons très. Et donc cette réunion en tête-à-tête est fondamentale. Et c'est donc pas des réunionites, c'est des réunions en tête-à-tête et où les décisions, il n'y a pas de décisions qui sont prises en tant que telles. C'est la personne qui a justement cette capacité d'être relancée, repoussée, réanimée quelque... Ouais, non, réanimée. Pardon, animée à nouveau. Remotivée aussi. Et aussi pour voir si c'est bien en ligne. Et le chef aussi a la vision des autres personnes dans le département et va pouvoir effectivement apporter cet éclairage autre. Et donc vraiment va pouvoir aider là. Et aussi quelqu'un peut attendre de son chef d'aller voir son chef en disant la mission que j'ai, bien, mais j'aimerais aller plus loin. Et ça c'est intéressant en disant voilà, je vois plus. Et donc il peut demander plus. Et donc c'est pas forcément des changements de poste ou des choses comme ça, mais en disant voilà, ça je prends, ça je récupère, etc. Donc voilà. Et donc le chef doit pas intervenir. Alors, non, attends, je reprends. Une chose qui est maintenant intéressante, c'est le chef du chef. D'accord? Quel est le rôle du chef du chef? Vous me suivez, d'accord? Le chef du chef doit faire très attention de ne pas intervenir dans les équipes de son chef, qui est dans son équipe. D'accord? Pourquoi? Parce que si moi je vais voir des personnes qui dépendent donc de mon équipe, je vais dire tiens, comment ça va? Ton travail, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de juger leur chef et leur donner le pouvoir de juger leur chef. Or, ce n'est pas le cas. Je suis en train d'intervenir et donc je casse aussi la dynamique. Et donc, le chef du chef ne doit jamais intervenir avec les équipes. C'est la première chose. Mais, il faut voir, il y a quand même un risque. On peut se retrouver dans la situation où on a un chef qui est une ordure, super hypocrite, donc son chef s'en rend pas compte, mais qui est une catastrophe avec son équipe. Un bon psychopathe, quoi. J'exagère un peu, on n'en a pas dans l'entreprise, heureusement, mais on peut en avoir. Et donc, à ce moment-là, le chef du chef doit avoir une politique de porte ouverte. Tout le monde peut venir le voir, mais lui ne peut aller voir personne. Voilà. Et donc ça, c'est un peu le chef du chef. Donc voilà, donc, je résume un peu. Donc on a vu, qu'est-ce que la subsidiarité? Donc la subsidiarité, c'est pour être le plus près du terrain. Et on est vraiment en train d'attraper le génie de chacun. Donc la subsidiarité, c'est d'avoir une mission, c'est donner l'autonomie, donner en équilibre le pouvoir et la responsabilité, avoir la transparence et bien sûr avec la confiance. La personne, c'est quelqu'un qui vient avec tous ses talents et qui l'adapte à la mission, qui va fixer son comment, qui va avoir le pouvoir et la responsabilité de le faire.
au sein d'une équipe. Et les chefs sont des gens qui ne peuvent commencer à travailler sur leur propre travail uniquement quand toute leur équipe est bien consciente de ce qu'elle doit faire, donc en train de faire leur mission. C'est quelqu'un qui est disponible pour son équipe et qui est en support pour son équipe. Et donc, tout ça, pour que ça fonctionne, et comme vous voyez, c'est très pratique, c'est très concret, c'est effectivement, on peut le mettre en place. Tout ça, pour que ça fonctionne, il faut quand même qu'il y ait une culture commune. On a parlé d'une culture judéo-chrétienne ce matin. Il faut qu'il y ait des choses d'honnêteté, de franchise, de ce qui se fait, qui doit être partagé, presque des non-dits qui sont partagés. Il pourrait y avoir des limites dans la subsidiarité s'il y avait des disparités culturelles trop importantes. Et donc il faut avoir cette base commune. Et le second point qui est important, c'est le bien commun. Alors pourquoi le bien commun devient intéressant et comment je vois le bien commun ici? Parce qu'on peut avoir beaucoup de définitions du bien commun. Donc le bien commun, je dirais que c'est un équilibre entre le bien de tous et le bien de chacun. D'accord? C'est pas on va sacrifier le bien de certains pour un plus grand bien de tous, ou on va pas sacrifier le bien de tous pour que quelqu'un... Non, c'est trouver cet équilibre-là. Et ça veut dire que c'est les biens des personnes, c'est-à-dire que par exemple, j'ai beaucoup de jeunes mères de famille qui travaillent dans l'entreprise. Comment faire donc conciliation du travail, mais au-delà, c'est-à-dire comment est-ce que vraiment on trouve cet équilibre. Et déjà dans la résilience, il y a les gens qui arrivent à organiser leur propre poste, leur propre mission, pardon, pour fonctionner. Mais c'est aussi les autres vont être là pour compenser, pour aider. Et par exemple, il y avait une jeune femme qu'on allait recruter, un profil un petit peu particulier, et quand on lui a dit voilà, vous êtes la candidate qu'on a retenue, elle a dit ben, je viens d'apprendre que je suis enceinte. Ben, on lui a dit parfait, maintenant tu le sais, tu vas commencer à travailler, effectivement tu vas travailler probablement 5-6 mois avant de partir, ben, tu as le temps de connaître ta mission, de voir ce que c'est, l'organiser pour quand tu n'es pas là, et pour que quand tu reviennes, ça puisse continuer. Et donc, c'était clair et ça permet effectivement de trouver. Donc, et ça, c'est le bien commun. Le bien commun, c'est aussi se dire, parfois, on se bat pour sa mission à fond et on a le risque de piétiner les autres. Le bien commun, c'est dire non, ça, je fais attention aux autres. Parce que sinon, on pourrait effectivement être dans quelque chose de très individualiste. Et le bien commun donne ce liant pour que ce ne soit pas individualiste. Et donc, c'est de travailler pour sa mission, mais pas au détriment des autres missions. Mais aussi, c'est de pouvoir aider dans d'autres choses qui ne sont pas forcément sa mission, mais c'est de donner un coup de main quand on en a besoin, à droite ou à gauche, mais pas au détriment de sa propre mission. Parce que, vu qu'on est conscient de sa propre mission, on sait que la personne qui est vachement sympa et qui aide tout le monde, mais qui ne fait pas son boulot, c'est un problème. D'autant plus quand c'est une mission qui est unique, parce que personne d'autre va le faire. Et donc, le bien commun, c'est aussi se dire, je ne vais pas t'aider, parce que ma mission est prioritaire. Là-dedans. Donc je vais t'aider pour ne pas écraser ta mission, mais aussi je ne vais pas t'aider pour... Et c'est donc de trouver cet équilibre. Donc, en conclusion de cette subsidiarité, donc c'est une subsidiarité où vraiment les personnes qui sont le plus proches du terrain, c'est-à-dire les personnes qui ont des missions, qui est notre façon d'expliciter cette subsidiarité en entreprise, vont avoir pouvoir et responsabilité. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire que tout le monde comprend le pourquoi. Et ça, c'est très motivant. C'est très motivant parce qu'on sait pourquoi on travaille. Et donc on vient avec effectivement envie. Et ça permet de garder sa motivation en se sentant libre. Et donc il y a cette liberté qui est là. Ça permet d'être valorisé. Parce qu'effectivement, ce n'est pas un groupe qui a pris une décision, un vote qui a eu, ou je ne sais pas quoi. Si on veut tuer un projet, faites un comité. Ça, c'est extraordinaire. Donc, on n'a pas de comité, on n'a pas de choses comme ça. Ça ne veut pas dire que quelqu'un ne peut pas dire dans sa mission, j'ai besoin de support d'autres. On va faire une équipe, j'ai besoin de brainstorming, j'ai besoin de ça, et puis ma mission va interagir avec la tienne, donc on va essayer de les coordonner. Mais chacun peut être valorisé de manière authentique.
Aussi d'un point de vue d'entreprise, il y a vraiment une grande rapidité de décision. Parce que, vu qu'on n'a pas besoin d'avoir une validation de ses dépenses, eh ben, ça va vite. S'il y a besoin, on fait. Et puis si jamais c'était un achat qui n'était pas nécessaire et que c'était pas... Eh ben, on le sait, on s'en rend compte très vite. Et d'un point de vue d'équilibre d'entreprise, vu comment les budgets sont faits, de toute façon, on ne dépasse jamais son budget. Point. Et on essaye même d'économiser pour l'année d'après. Et donc, grande rapidité de décision. Et donc, les choses se font. Et donc, on garde cette idée un peu comme la personne que j'écoutais dans le café hier qui disait « Je suis devenu indépendant pour pouvoir me concentrer sur ce que j'aime faire et pour pouvoir agir ». Dans une entreprise avec cette organisation en subsidiarité, on garde cette rapidité, on garde cette motivation et on gagne le fait d'être beaucoup à travailler sur un même sujet. Et donc, en fait, on garde cet avantage de l'autonomie, mais avec la force d'une entreprise grande, organisée. Le travail devient agréable. C'est vrai que les gens aiment travailler. Et il y a la satisfaction du travail bien fait. On peut être créatif. On peut voilà. Et avoir une croissance professionnelle. Et pour les chefs, on a un pouvoir qui est basé sur l'autorité et pas sur le pouvoir, en fait. Et on a la confiance que les choses vont se faire et on sait qu'on est tous en train de participer pour quelque chose de positif. Donc voilà, donc vraiment pour conclure, la conclusion. Dans une entreprise avec, je dirais, une organisation qui nous vient historiquement de la subsidiarité, c'est pas juste une nouvelle mode de management, au contraire, c'est ancré dans l'histoire, c'est ancré dans vraiment cette intelligence de l'humain qui a été découvert par les philosophes et par les grands sages de notre histoire. Donc je peux juste dire que je vous souhaite de travailler en subsidiarité. Quelle magistrale démonstration du meilleur des mondes, dirais-je, ou alors la cité idéale. On se demande si on ne devrait pas l'élire président de la République ou Premier ministre, pour faire de la subsidiarité dans le monde, dans la société, dans le pays. Merci en tout cas pour cet exemple qui est dans le réel, qui est au contact du vrai sol et des vrais problèmes. Le monde actuel pense à quoi sert le chef. Le chef sert la vis, non. Il a montré que ce n'est pas cela. Et alors ce rôle grandissant, ce souci de l'homme, quelle que soit sa place, cette réhabilitation de la hiérarchie aussi, tout ça a été très 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 intéressant, très riche. Qui demande la parole? Alors peut-être le porter là-bas au fond. Je voudrais faire cette demande, question en anglais, s'il vous plaît. D'accord, et je la traduirai. You've given some very practical examples of how subsidiarity is exercised in your company. Can you give some practical, clear examples of how your company is successful because of subsidiarity? And I'm thinking particularly if you can show signs in the comportment and the attitudes of your employees. D'accord. Donc la question c'est, j'ai montré des exemples clairs de la subsidiarité dans l'entreprise, mais est-ce que j'ai des exemples clairs effectivement de réussite grâce à cette subsidiarité? Donc je pense que un des exemples concrets, c'est effectivement les gens ont plaisir à venir travailler. Alors tous les chefs ont l'impression que je ne suis pas forcément le plus objectif, mais
dans le questionnaire que j'avais fait sur la subsidiarité en disant quels sont les avantages, il y avait effectivement cette grande satisfaction de pouvoir travailler dans un travail chacun qui avait du sens. Aussi, par rapport au moment du Covid, du jour au lendemain, on a pu aller travailler chez soi et chacun savait exactement ce qu'il devait faire. Il n'avait pas besoin d'avoir son chef sur place. Et donc ça, on l'a vécu de manière très très concrète au moment du Covid. Depuis combien de temps avez-vous instauré cela? On l'a formalisé en place depuis 5 ans. 5 ans. Merci vraiment pour votre présentation, c'est magnifique. J'en ai rêvé toute ma vie. Je pensais beaucoup de choses similaires, je pratiquais beaucoup de choses similaires, mais là vous l'avez systématisé, c'est absolument merveilleux. Ma question, elle porte sur les vertus nécessaires. Comment vous appliquez ça concrètement au moment des recrutements? Et quand il y a des inadaptations par rapport aux besoins nécessaires de vertu, comment vous faites? Voilà. Alors, au moment du recrutement, on va effectivement avoir 2-3 niveaux de recrutement. Donc, un premier niveau technique pour voir si effectivement la personne est adaptée. Et ensuite, on va avoir effectivement un entretien qui va être beaucoup plus sur les valeurs, où il va y avoir... sur les valeurs et aussi sur la personnalité, sur qui c'est, etc. pour voir si effectivement cette personne va s'adapter. Donc, c'est quelque chose que l'on fait consciemment pour être sûr que au moins ça puisse marcher. Maintenant, le recrutement, c'est ce qui est le plus dur. Et on se trompe une fois sur 2. Donc, je ne sais même pas pourquoi on essaye. Mais une fois que effectivement, on peut avoir des moments où on se dit on a mal recruté, mais c'est quand même pas une mauvaise personne. Et à ce moment-là, on va essayer de trouver une place dans l'entreprise qui soit adaptée. C'est peut-être pas celle qu'on avait prévue, mais on l'a recrutée, on réorganise un petit peu les autres missions pour que cette mission-là se passe bien. Mais on a eu un cas, par exemple, de quelqu'un qui dépensait son budget pour des projets personnels hors travail, machin. Sa rupture de confiance, il a été licencié. Voilà. Donc il faut aussi avoir le courage de licencier dans ces cas-là, mais c'est rupture de confiance surtout. Merci pour cette présentation originale, mais dans votre travail, vous devez avoir une quantité de réglementations. Et donc, par exemple, comment vous pouvez vous conformer à ISO 9000, par exemple, puisque vous faites les choses à l'envers? Non, mais c'est une très bonne question parce que ISO 9000 pour nous c'est simple parce qu'en fait on est en bonne pratique de fabrication qui est au niveau pharmaceutique qui est encore plus compliqué. C'est-à-dire que tout est normé. Et donc, comment est-ce qu'on prend cette décision? C'est en fait d'un côté on s'approprie les normes de fabrication. Par exemple, un agent de fabrication qui est en train de dérouler un ordre de production qui est extrêmement normé, remplir toutes les petites cases et signer tout ce qu'il faut, il va quand même réfléchir en disant est-ce que ça reste logique? Et donc il va pouvoir dire dans ma chose, je pense que cette partie-là devrait être changée. Donc le protocole normalisé de travail, il va proposer la rédaction pour effectivement les modifications de ça. Et aussi, c'est de continuer à garder de l'intelligence dans la situation, parce que la norme peut enlever l'intelligence du moment. Et ça se maintient. Et donc, chacun ensuite, dans le cadre de sa mission, effectivement, dans un cadre. En administration, par exemple, il y a 80% du travail qu'on fait, c'est pour l'État, et qui n'a aucune valeur ajoutée. Mais la responsabilité, disons la mission de notre responsable administratif, c'est s'assurer d'être en conformation avec la réglementation pour qu'on puisse continuer à travailler. Et donc, c'est en fait prendre du recul là-dessus et les intégrer. Mais la question est très bonne et on est en plein dedans. Comment avez-vous eu l'idée de commencer ce processus de subsidiarité dans votre entreprise? Alors, j'ai eu la chance d'être dans une entreprise qui est dans
dans des racines judéo-chrétiennes avec un bon conseil d'administration qui a des vraies valeurs. Et donc, il y avait un peu cette idée-là, il y avait toutes les prémices qui étaient là. Le fait de le formaliser, c'est que moi j'ai pris la direction de cette entreprise qui avait déjà 20 ans, mais je l'ai pris il y a 5-6 ans. Et c'est au moment où je l'ai pris où je me suis dit, tiens, ça pourrait être le moment de le formaliser. Et la subsidiarité, c'est quelque chose qui, historiquement, c'est-à-dire vraiment de loin, était solide. C'est pas juste une nouvelle mode. Parce que quand on arrive, on dit, qu'est-ce que je vais appliquer, qu'est-ce que je vais faire? Et les modes, c'est hyper dangereux. Quelles ont été vos sources d'inspiration, par exemple? Source d'inspiration, bah, la vie. Oui, on voit des choses. Il y a des entreprises tout à fait. En fait, je dirais c'est vraiment le tout. Il y a la doctrine sociale de l'Église qui était là. Il y a le parcours Zaché aussi qui réfléchit à ça. Mais il y a aussi Saint Thomas d'Aquin. Il y a aussi il y a tout un cadre qui existe, qui est là. Et en fait, le défi, c'était vraiment de le concrétiser en entreprise. Et j'ai eu la chance de travailler d'ailleurs avec un consultant là-dessus où je lui ai dit, voilà, j'aimerais faire de la subsidiarité. Alors, il partage les mêmes valeurs, etc. Donc, on a pu le faire. Et donc, il a pu nous mettre le pied à l'étrier, commencer. Et en fait, ça c'est vraiment né d'une réunion du comité de direction. On était 5-6 et on est parti 2 jours réfléchir à, justement, comment mettre en place la subsidiarité. Puis à partir de là, on a appris, on a eu nos erreurs, on est toujours en train d'apprendre. C'est pour ça que je me suis rendu compte il y a 3 mois que même si je trouvais que l'idée de subsidiarité était pas mal appliquée, il y avait encore énormément à apprendre. Et c'est pour ça que j'ai refait une formation complète. Et d'ailleurs, j'ai demandé en disant c'est ma décision, donc je déciderai de toute façon. Mais j'ai demandé en disant est-ce que vous voulez que je le fasse que à mon équipe, cette formation, ou bien à tous ceux qui sont chefs, ou bien à toute l'entreprise. Donc j'ai demandé ça à mon équipe. Et mon équipe a dit on préfère que tu le fasses à toute l'entreprise, donc déjà qui était une marque de confiance, mais aussi pour que tous entendent la même chose. Et comme ça, on a un même vocabulaire. Et donc là, en faisant les formations, on a fait à un moment une grande feuille Google Sheet. Et pendant la formation, j'ai donné le lien. Donc tout le monde est allé sur la feuille en même temps. Et il y avait une colonne donc il y avait le nom de chacun. Il y avait un nom du quoi et du pourquoi. Et chacun devait écrire sa mission quoi, pourquoi, et si c'était validé avec son chef. C'était intéressant. Il y en a, c'est pas encore tout à fait là. D'autres c'est très bien, mais justement, et ça a permis à tout le monde de voir les missions de tout le monde et de se rendre compte, et ça a permis de relancer en fait la dynamique, de réfléchir sur les missions, et donc c'est un travail qui continue. C'est ça. Si on était une entreprise parfaite, ce serait bien. Il n'y aurait plus rien à faire. Si, on pourrait faire d'autres choses, mais c'est un travail qui continue. En tout cas, c'est une image de la cité idéale qui nous est proposée. Oui. Qu'est-ce qu'il demande? Vous avez dit au départ qu'il fallait faire confiance à la personne, mais il y a toujours un mois d'essai. Non, on a enlevé les mois d'essai chez nous. Ah bon? Et en plus, si vous voulez, pour moi, un bon métier, c'est un métier qu'on aime. Si on aime son métier qu'à 50%, il ne vaut rien. Absolument, et c'est pour ça que... Alors, il y a toujours un bon métier, pour moi, c'est 80% qu'on aime, et puis je vois mon fils est ébéniste, bon, il aime son métier, mais il y a quand même des copeaux à ramasser, quoi. Oui, et c'est ça où il y a l'adaptation entre la mission et la personne, et effectivement, si on sait que les copeaux, ça fait partie d'un beau travail, c'est comme quand on fait la cuisine et qu'on doit ranger après soi, comme ma femme me rappelle chaque fois. Ça fait partie de faire un plat. Elle est consciente de ça. Voilà. Et donc, effectivement, donc le travail bien fait, c'est effectivement quand on part et la cuisine est propre, et que le repas était bon en plus, voilà, il y a cette satisfaction. Et donc, en fait, effectivement, mais c'est pour ça qu'on adapte entre ce que la personne est capable de faire, ce qu'elle aime,
et ce dont l'entreprise a besoin, et ça c'est la mission.